Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de nos chroniques Quantum Way, série toute particulière puisqu'il s'agit d'une chronique sud-africaine. Je m'adresse à vous depuis le département de psychiatrie et pédopsychiatrie de l'hôpital Stellenbosch à Cape Town et je suis en compagnie d'une invitée exceptionnelle. Anusha Lachman, vous êtes psychiatre, pédopsychiatre et je suis vraiment très heureuse à l'idée de découvrir votre travail, les spécificités de la pédopsychiatrie en Afrique du Sud, ainsi que les défis particuliers auxquels vous êtes confrontés. Merci de votre présence. Merci de m'accueillir. Merci de nous accueillir dans votre environnement, dans votre cabinet, dans votre hôpital. Je vous en prie. Alors, parlez-nous de ce que vous faites, de vos spécificités, de ce sur quoi vous avez travaillé récemment. Eh bien, comme vous l'avez dit, je suis pédopsychiatre, mais je suis, pour ainsi dire, aux deux extrémités du spectre. Je travaille beaucoup avec les adolescents au niveau clinique. Je dirige une unité pour adolescents atteints de maladies mentales graves, de troubles neuropsychiatriques et souffrant de réponses d'origine traumatique dans un hôpital public, l'hôpital Tygerberg, ici dans la province du Cap-Occidental. Mais dans le cadre de l'université Stellenbosch, je suis également responsable d'un programme de master sur la santé mentale infantile qui intègre principalement l'éducation, la formation, l'enseignement et la défense des intérêts des nourrissons et des personnes qui prennent soin d'eux dans cet environnement. Je dirige donc ce programme et pilote également un groupe de recherche au sein de notre département dont l'objet d'étude est la santé mentale infantile et l'intervention précoce dans les milieux à faible revenu. Nous pourrions peut-être aborder les deux extrémités de ce spectre. Commençons donc par l'adolescence, car c'est vraiment le cœur de votre travail ici. À quoi faites-vous face et qu'est-ce qui est spécifique à l'Afrique du Sud? Je pense que l'Afrique du Sud a tellement de strates, de traumatismes historiques et présente tant de complexité que les besoins sont souvent mal cernés. L'impact des traumatismes transgénérationnels est sous-estimé, tout comme l'exposition quotidienne des adolescents et des jeunes adultes, par exemple, à un environnement et à un contexte très différent de ce que l'on trouve ailleurs. Si nous sommes dans une unité tertiaire où, en plus de ce que nous observons, les maladies mentales psychiatriques classiques qui se manifestent à cette période de la vie, nous devons également faire face à un environnement très complexe, marqué par une forte exposition à la violence liée aux gangs. Nous sommes à Cape Town. Les taux de maladies mentales sont élevés et les taux de risques neurodéveloppementaux le sont aussi. C'est le cas du syndrome d'alcoolisme fœtal, pour lequel nous avons les taux et la prévalence les plus élevés au monde. Les cas de dépression postpartum chez les mères sont 3 fois plus élevés, là encore, que partout ailleurs dans le monde. Nous sommes à un point de rupture, ou plutôt au carrefour des risques et de l'exposition à l'adversité. De fait, lorsque nous hospitalisons des adolescents, nous disposons d'un nombre limité de lits et de ressources, tout en ayant peu d'occasions d'intervenir d'une manière qui tienne compte des contraintes spécifiques au contexte de ces adolescents. C'est le cœur même de notre travail. Chaque jour est à la fois un privilège et un défi, car nous devons faire face à des circonstances vraiment difficiles. Quelles sont les meilleures prises en charge basées sur les preuves? D'où proviennent-elles? Dans quelle mesure sommes-nous capables de les adapter dans le respect de la communauté, de la culture et du contexte? Ce qui est compliqué lorsque je m'adresse à des étudiants internationaux et même à des personnes qui ne sont pas originaires d'Afrique, c'est de leur faire comprendre que l'Afrique n'est pas un lieu unique, ni un peuple unique. Nos apparences sont différentes, nos communautés d'origine sont différentes,
Nous partageons néanmoins tous un héritage africain intrinsèque. Cet héritage, en Afrique du Sud particulièrement, est marqué par notre passé colonial et notre passé d'apartheid. C'est précisément ce traumatisme générationnel qui s'exprime dans le défi que représente la gestion des troubles mentaux complexes. Comment observez-vous ces traumatismes transgénérationnels ou historiques? Comment les percevez-vous dans les symptômes que vous remarquez chez les adolescents qui sont porteurs de ces traumatismes aujourd'hui? Parce que ces adolescents ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont pas vécu l'apartheid. Ils n'étaient pas là à l'époque coloniale. Alors, comment portent-ils encore tout cela en eux aujourd'hui? L'Afrique du Sud reste l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Les enfants qui portent le fardeau de ce traumatisme historique ne font pas exception. Si l'on pense aux adolescents que nous côtoyons, le fossé entre les privilégiés et les autres est flagrant. On peut ainsi appartenir à une communauté qui n'est pas historiquement blanche, anglaise ou afrikaans, mais faire partie de la majorité de la population en Afrique du Sud. Si l'on se réfère à la classification raciale traditionnelle de l'époque de l'apartheid, qui distinguait les Noirs, les Indiens, les Colored et les Asiatiques, il existe des différences en matière de privilèges et de limitations au sein même de ces sous-catégories. Force est de constater que malgré les lois qui les protègent ou leur permettent d'accéder à certains services, les enfants ne sont pas tous égaux. Ainsi, lorsqu'on reçoit un enfant en consultation suite à une tentative de suicide ou un diagnostic de schizophrénie ou de bipolarité, il n'y a jamais de liste type ou d'algorithme à suivre permettant de dire « voici les médicaments préconisés, voici la thérapie adaptée, une fois que tout cela aura fait son effet, tu pourras rentrer chez toi ». Il est impératif de réfléchir au contexte de ce retour chez eux, car c'est bien là que l'héritage de l'apartheid transparaît. L'enfant retourne soit dans un bidonville, soit dans un environnement très exposé à la violence des gangs, soit dans un environnement où règne l'insécurité alimentaire, soit auprès de parents qui n'ont pas pu terminer leurs études, qui n'ont pas réussi à surmonter leur dépendance à la drogue, ou encore qui ne sont pas capables d'éduquer leurs enfants de manière épanouissante. Et c'est ainsi que cela se traduit. La remarque « mais cet enfant n'est même pas né sous l'apartheid » ne tient pas compte du fait qu'ils vivent avec les conséquences de l'apartheid dans une société qui n'a pas été capable d'intégrer ses parents ou ses grands-parents de manière équitable et qui leur permettent de le soutenir. Nous constatons par ailleurs qu'il y a souvent des tentatives. Nous travaillons pour le gouvernement, pour le ministère de la Santé, et nous voyons les nombreuses tentatives du gouvernement pour permettre l'égalité d'accès à l'éducation ou encore aux soins de santé. Mais au sein de ces initiatives en matière d'éducation, en matière de soins de santé, il existe toujours une préoccupation autour de la différence entre les plus fortunés et les plus démunis. Ce n'est pas une simple division selon la race, car même au sein des groupes raciaux, la disparité des privilèges règne et les enfants sont dès lors, pour ainsi dire, porteurs de cet héritage. Donc, d'une manière très détournée, et pour en revenir à ce que je disais, ce n'est jamais simple. Lorsque j'accompagne un enfant pour un trouble lié à l'usage de substances ou une dépendance dans le contexte d'une maladie psychotique, notre cadre permet de lui offrir la meilleure prise en charge possible. Nous disposons de nombreuses options de traitement, médicaments et psychothérapie. Je peux également décider d'une réintégration à l'école. Mais lorsque je le laisse sortir de l'hôpital, je le renvoie dans un environnement et une communauté qui ne sont pas remis des injustices de l'apartheid. Il existe encore des écoles différentes à 15 kilomètres à peine de notre université. Il existe encore des environnements où les enfants vivent dans des conditions de surpeuplement, alors que vous pouvez bénéficier d'une merveilleuse expérience de réhabilitation dans un institut psychiatrique comme le nôtre. Lorsqu'un enfant sort, nous n'avons rien fait pour le protéger contre les violences sexuelles, pour sensibiliser l'environnement, le public, ou pour protéger son école contre les violences liées aux gangs, contre le harcèlement. Je pense que c'est très compliqué. La réalité est que, dans notre environnement, je n'ai encore jamais rencontré d'enfants en parfaite santé. Oui, les personnes ont leurs difficultés, sont vulnérables aux maladies mentales, mais sont aussi soumises à des déterminants psychosociaux qui n'ont vraiment rien à voir avec leur volonté de guérir, car elles sont le produit de
leur environnement particulier. Cet environnement est le fruit de l'histoire et c'est selon moi ce qui fait sa différence. Il offre également de nombreuses opportunités, mais cela n'est pas sans défi. Vous êtes une fervente défenseuse des interventions afrocentriques ou des interventions qui prennent en compte la culture. Vous parlez des adolescents que vous prenez en charge ici, qui sont dans un environnement approprié, qui reçoivent des soins et des médicaments efficaces, mais une fois rentrés chez eux, quel type d'intervention afrocentrique ou sensible à la culture proposez-vous ici et essayez-vous également d'exporter en dehors de l'hôpital? Comment accompagner ces jeunes lors de ce retour dans leur environnement qui peut être vraiment très difficile? C'est délicat de répondre simplement, mais je peux peut-être vous donner des exemples issus de notre vécu à l'hôpital. Nous devons ainsi toujours réfléchir aux pratiques que nous appliquons. Pour faire simple, lorsqu'on évolue dans un environnement médical, on pourrait croire qu'on se borne à utiliser les données existantes, éprouvées et acceptées en se disant que c'est le protocole, lequel devrait fonctionner comme une référence généralisable où que l'on se trouve puisqu'il s'agit de prodiguer des soins de santé fondés sur des preuves. Cela étant, je mets au défi l'ensemble du personnel soignant en exercice ou en formation de faire un pas de côté, de prendre du recul puis de se demander est-ce vraiment la meilleure preuve? Quelle serait la meilleure alternative? Je vais vous donner un exemple qui concerne également la santé mentale infantile, notre autre domaine d'activité pour lequel nous préconisons vraiment l'approche afrocentrique. Beaucoup d'enfants accueillis dans notre environnement, dans notre hôpital, ne sont pas élevés par leurs parents biologiques. C'est un concept fondamentalement important à saisir. Bon nombre de nos interventions, de nos études et de nos prises en charge, basées sur les preuves, peuvent être qualifiées d'holistiques. Nous utilisons ainsi les mots sophistiqués de rigueur et nous affirmons ne pas nous contenter de prescrire des médicaments, mais de proposer en outre des accompagnements psychothérapeutiques et des interventions d'ordre social. Mais là encore, le défi consiste à s'interroger et dire les choses simplement. Pour ce qui est de la mère et du bébé, de l'enfant et de ses parents, qui prend réellement soin de cet enfant? Malheureusement, en Afrique du Sud, la plupart des mères doivent travailler pour s'occuper des bébés d'autres personnes. Par conséquent, les bébés, les enfants et les adolescents sont souvent sous la garde d'autres personnes qui sont certes leurs donneurs de soins principaux, mais qui ne sont pas des membres de leur propre famille. Il peut parfois s'agir de grand-mères, bien sûr, mais le plus souvent, ce sont des employés de maison, des aides ménagères, des éducatrices en crèche, des tatis d'adoption ou des voisines serviables. Ainsi, lorsque cet enfant souffre d'une maladie mentale ou physique et qu'il est admis à l'hôpital pour qu'il puisse légalement recevoir une prise en charge, il faut obtenir un consentement. Le personnel demande donc aux membres de sa famille biologique, en général le père ou la mère, de donner son consentement, sans jamais demander si le parent biologique est la même personne qui s'occupe de l'enfant, parce que cela ne semble pas logique de le faire. Par défaut, on part du principe que ce sont les parents qui s'occupent de leur enfant. Et c'est une erreur majeure qui entrave la compréhension des enjeux de la prise en charge des enfants, car il faut savoir que dans cet environnement, pour la plupart d'entre eux, les donneurs de soins ne sont pas leurs parents biologiques. Ainsi, dans la mise en place d'une intervention, il faut vraiment se demander à qui elle s'adresse. À la mère et son bébé, à la mère et son enfant, ou s'adresse-t-elle à la personne qui s'occupe de l'enfant, celle qui lui offre une relation d'attachement de qualité? Je vais vous donner un exemple concret tiré d'une étude que notre équipe a menée dans notre environnement à l'hôpital Tygerberg. Nous voulions voir si les bébés réagissaient différemment à la douleur après une opération ORL non urgente, comme une simple amygdalite. Il s'agissait donc d'une opération ORL courante, une amygdalectomie dont beaucoup d'enfants ont besoin et lors de laquelle on leur enlève les végétations adénoïdes. Les anesthésistes nous ont demandé: devrions-nous faire entrer la mère dans la salle d'opération avec le bébé avant l'anesthésie? Question à laquelle nous avons répondu: pourquoi posez-vous cette question? Ils ont répliqué: eh bien, les bébés regardent leurs donneurs de soins, leurs parents, et ils sont angoissés. Ils pleurent dans cet environnement effrayant. L'idéal est qu'ils puissent être calmes et que leur expérience préopératoire soit favorable, car nous savons que si elle est agréable, douce et apaisante, leur seuil de douleur post-opératoire et leurs besoins d'intervention seront moindres. C'est logique. La question que j'ai posée, qui a conduit à notre étude, est la suivante.
Eh bien, cela dépend de qui est le parent. Et le parent est-il la personne qui s'occupe de l'enfant? Les chirurgiens ont alors demandé, que voulez-vous dire? C'est le parent. Et pour moi, c'est une très bonne illustration du fait que cela ne soit pas vrai. Lorsque nous sommes en Afrique, nous ne pouvons pas simplement supposer que la personne qui signe le formulaire de consentement et qui paie l'opération est nécessairement la personne qui s'occupe de l'enfant, car ce n'est pas toujours vrai. Donc, ce qui est important, s'agissant de pratique et d'afrocentrisme en quelque sorte, c'est de poser la question suivante. Êtes-vous la personne que le bébé voit tous les jours? Êtes-vous la personne qui réconforte, qui prend soin de ce bébé lorsqu'il souffre? Parce que si ce n'est pas le cas, alors vous n'êtes peut-être pas la personne qui devrait être le dernier visage que le bébé voit avant de subir son induction anesthésique. Y a-t-il une personne qui s'occupe du bébé dans les environs? Pourrait-elle venir à votre place et le réconforter? De quoi est-ce que je parle ici? Je parle d'attachement. Je parle de cette relation sécure dans laquelle un bébé a le sentiment d'être soutenu et qui lui permet de faire confiance à l'adulte dans sa capacité à le garder en sécurité et agir dans son intérêt. La différence, dans notre contexte, c'est qu'il faut se demander qui est cette personne sans présumer automatiquement qu'il s'agit d'un parent biologique. Je pense qu'il y a beaucoup de petits exemples comme celui-ci. Nous pensons de manière innovante. Nous nous disons toujours qu'il nous faut réfléchir en tenant compte du contexte et dans le respect des cultures et qu'il faut mettre en place ces interventions innovantes. Encore une fois, je le répète, quand on utilise le terme innovation, on pense immédiatement que l'innovation est synonyme de technologie. Mais dans un hôpital universitaire, dans une université, dans un environnement qui s'efforce de promouvoir une appréciation plus sensible au contexte des soins, une compréhension de l'état d'esprit psychologique, qui prend en compte les déterminants psychosociaux, il faut alors se demander ce que ce terme signifie réellement. Et cette signification varie. Je pourrais vous donner de nombreux exemples de la manière dont nous essayons d'enseigner de façon innovante, ce qui, pour moi, signifie s'adapter au contexte spécifique, enseigner différemment, d'une manière qui corresponde à l'environnement. Existe-t-il une autre manière de transmettre cette information, de communiquer de manière respectueuse, qui donne l'assurance au donneur de soins et à l'enfant qu'il est vu, mais pas simplement comme un enfant parmi tant d'autres, qu'un regard est bel et bien posé sur l'enfant, le parent, la famille, au sein d'un contexte de vie. Pour moi, cela revient notamment à repenser l'enseignement médical. C'est aussi repenser la manière occidentale de comprendre l'attachement ou la santé mentale. Oui, absolument. Nous sommes à un grand tournant, et ce, à l'échelle internationale, si l'on considère les initiatives mondiales en matière de santé mentale, de santé mondiale et de santé publique, qui sont vraiment des expressions à la mode partout. Il n'est pas forcément question de rejeter et d'écarter des années de recherche de bonne qualité provenant de l'Occident. La requête est en substance la suivante. Pouvons-nous également marquer une pause et nous demander s'il existe une possibilité d'apprentissage et d'enseignement réciproque ou bidirectionnel? Je pense que nous avons beaucoup à apprendre de l'Occident, qui possède des années d'expérience et d'expertise. Mais de la même manière, je pense que notre environnement a beaucoup à apporter, ce qui peut surprendre. Le monde n'est plus le même qu'il y a 20 ans. Nous faisons face à des migrations massives, des réfugiés, des guerres, des personnes qui demandent l'asile dans des environnements complètement différents de ceux où elles ont grandi. Il est donc dans notre intérêt, en tant que professionnels de la santé, de comprendre ces différents contextes. Cela ne se fait pas en accourant de manière paternaliste en disant « Voyons comment je peux adapter mon enseignement, ma formation, mon éducation et mes privilèges, fondés sur des preuves, à cet environnement. » En fait, non. La bonne approche consiste plutôt à se demander « Puis-je apprendre quelque chose de vous? Pouvons-nous, dans une optique quasi réciproque, faire ce qu'il y a de mieux pour nos patients? » C'est en grande partie ce que nous essayons de faire. Si je peux me permettre, prenons l'exemple de la santé mentale infantile, qui est l'autre domaine dans lequel je travaille et qui présente des aspects fascinants en ce qu'il offre de nombreuses possibilités d'intervention.
Dans ce contexte, nous nous interrogeons sur la pertinence et la justesse du moment de l'intervention et sur le fait de ne pas intervenir trop tard. La littérature scientifique nous informe, surtout dans les écrits concernant l'attachement, qu'il n'y a pas d'âge magique, qu'il faut constamment promouvoir un environnement favorable, offrant soutien, amour, soins et sollicitude. Mais quand on dit précoce, cela veut vraiment dire précoce. Nous savons que la science du développement précoce révèle qu'en intervenant au cours des 1000 premiers jours de vie, on obtient les meilleurs résultats car c'est à ce moment-là que les difficultés peuvent certes avoir un impact plus grave, mais aussi qu'une intervention aura un effet bénéfique optimal. Quand on y réfléchit, on ne peut pas affirmer sans nuance que tout principe soit applicable en tout lieu. Lors de ces considérations, avec notre groupe à l'université de Stellenbosch, au sujet de la santé mentale infantile, nous nous sommes donc demandé quelles étaient les questions que nous devions vraiment nous poser. Oui, nous comprenons l'attachement et les neurosciences du développement sous-tendu. Nous savons comment les traumatismes et les expériences adverses précoces affectent la structure du cerveau, l'épigénétique du cerveau, la façon dont nous identifions les affects et dont nous faisons face au traumatisme. Nous connaissons ces éléments qui constituent l'aspect scientifique standard que nous pouvons prouver. Mais quels sont les éléments manquants, spécifiques à notre contexte, que personne ne propose de remettre en question? Un très bon exemple auquel nous avons pensé est celui de la prise en charge sensible du nourrisson, de la prise en charge nourricière. Selon l'Organisation mondiale de la santé, dans le cadre des soins nourriciers, les bébés requièrent des soins mutuellement agréables, prêtant attention à leurs besoins et permettant de créer des liens avec eux. Mais nous devons également examiner à la loupe les messages que nous transmettons aux parents, aux personnes qui s'occupent des enfants, qui suscitent en eux le sentiment de ne pas être à la hauteur ou qui les obligent à adapter leurs compétences parentales et leurs soins nourriciers à un environnement qui ne ressemble en rien à celui dans lequel ces interventions ont vu le jour. Je vais vous donner un exemple. Nous parlons souvent de remettre les bébés dans leur lit lorsqu'ils se réveillent la nuit. C'est un discours bien connu et cela a donné de très bons résultats, principalement en Europe occidentale, où l'on estime que procéder ainsi réduit le taux de mort subite du nourrisson. Et cela s'explique par la neuroscience, par la génétique. Nous avons fait un pas de côté en prenant en compte l'impact de cette consigne en Afrique, en nous interrogeant. L'Afrique ressemble-t-elle à l'Europe? La réponse est non. Et dans le cas des espaces destinés aux nourrissons, cela s'explique par le fait que, malheureusement, l'Afrique, et non l'Afrique du Sud, détient le record du plus grand nombre d'accouchements prématurés au monde. La cause de ce phénomène est l'accès inégal aux soins de maternité de bonne qualité dans l'ensemble de l'Afrique. Les soins prénataux ne sont pas les mêmes. Les femmes prennent rendez-vous tardivement. Souvent, elles n'ont pas conscience de leur grossesse et présentent un ensemble de comorbidités qui les rendent vulnérables, qu'il s'agisse d'exposition à la violence, d'insécurité alimentaire, de pauvreté, de consommation de substances, autant de conditions qui exposent les femmes à un risque d'accouchement prématuré ou au final à une situation dans laquelle elles accouchent plus tôt qu'elles ne le devraient. À cela s'ajoute le fait qu'elles présentent un risque élevé de maladies mentales périnatale, ce qui les expose également à un risque accru de complications pendant leur grossesse. Quand on examine les données, on constate que nous avons les taux d'accouchement prématuré et de bébés petits pour leur âge gestationnel les plus élevés au monde. Quelle est la prise en charge recommandée dans ce contexte? Dans les pays à revenus intermédiaires et faibles, où les ressources sont limitées, on encourage les soins maternels dits kangourous, dont la pratique est originaire du Venezuela. C'est en somme le contact peau à peau qui favorise le développement du bébé prématuré. Le bébé tisse ainsi des liens plus forts avec son donneur de soins, qu'il s'agisse de la mère ou du père, quelle que soit la personne qui en prend soin principalement. Pour les mères qui allaitent, cela stimule la sécrétion d'ocytocine, ce qui leur permet d'encourager l'allaitement précoce. C'est presque comme une couveuse en dehors de l'utérus, une recréation de cet espace. Il s'agit donc d'une intervention bien connue pour la prise en charge des bébés petits pour leur âge gestationnel et des naissances prématurées. Comment aller dans ce sens si on encourage à remettre les bébés dans leur lit alors qu'il leur faudrait être blottis contre une poitrine? Ceci me fait aller plus loin dans mon raisonnement et affirmer qu'il faut encourager cette pratique.
peut-être que ce slogan n'est pas tout à fait à sa place en Afrique. Et qu'en est-il des bébés qui meurent? C'est bien la raison d'être de cette pratique. Pensons au syndrome de mort subite du nourrisson et de la volonté que les bébés vivent, puis demandons-nous ce qui met les bébés en danger en Afrique. Prenons l'exemple de l'Afrique du Sud, parlons de ce que nous savons. L'Afrique du Sud affiche des taux très élevés de bébés blessés lors d'incendies dans des bidonvilles. Ceci est dû à l'absence d'accès à l'électricité. Les habitants utilisent souvent des brûleurs à paraffine, des bougies pour se réchauffer, pour cuisiner, pour éclairer leur environnement, ce qui constitue un risque très élevé dans un lieu de vie saturé et surpeuplé. Il s'agit souvent d'un abri de fortune, de pièces en carton ou en tôle, dans lequel s'entassent 10 personnes. C'est la catastrophe assurée. Malheureusement, nous voyons régulièrement de tels incendies qui détruisent tout. Qu'est-ce qui permettrait de réduire les risques pour un bébé dans cet environnement? Eh bien, le fait d'être avec sa mère. S'il était avec elle, ou la personne qui s'occupe de lui à proximité et dans le même lit, il aurait plus de chances d'être sauvé, car il serait avec les adultes qui fuient en courant, plutôt que de se trouver dans un autre lit, dans une autre pièce. Voilà qui serait une autre raison nous obligeant à revoir la pertinence de remettre les bébés dans leur lit. Nous avons fait un autre pas de côté et nous nous sommes demandé quels étaient les autres risques vraiment encourus par les enfants en Afrique du Sud. Ils courent un risque élevé d'être maltraités. Ce n'est pas une statistique dont nous sommes fiers, mais la réalité est que les enfants sont très souvent victimes de maltraitance, de traumatismes sexuels notamment. Quand cela se produit-il? Lorsque les enfants se trouvent dans des environnements dangereux, dans lesquels les adultes sont ivres ou en détresse, ou lorsqu'ils sont incapables de résister, de se retenir. Je ne parle pas de se retenir dans le cas de traumatisme sexuel. Je veux dire que lorsque les gens sont atteints de troubles mentaux, qu'ils consomment des substances, qu'ils sont eux-mêmes traumatisés, ils sont plus susceptibles de réagir de manière agressive, par exemple, ou d'une manière désinhibée. S'ils souffrent d'une maladie mentale non traitée, ils ont également des difficultés à évaluer la réalité. Tous ces éléments mettent les enfants en danger s'ils se trouvent à proximité de tels adultes qui ne sont pas en mesure de gérer ce risque. Si un bébé dort dans une chambre partagée avec des jeunes adultes ou des adultes plus âgés, ivres, qui souffrent de maladies mentales non traitées, qui ont des taux élevés de traumatisme, ce bébé est plus susceptible d'être en danger. Qu'est-ce qui pourrait empêcher cela? Eh bien, s'il ne dormait pas dans un lit loin de son donneur de soins, qui aurait la possibilité en tant que tel de le protéger et de le garder en sécurité. Après avoir examiné ensemble ces éléments, nous avons questionné la pertinence de dire aux parents de remettre les bébés dans leur lit et en sommes arrivés à invalider cette consigne. Quand on se trouve dans un tel environnement, à haut risque et défavorable, si la priorité est de protéger les enfants physiquement et émotionnellement, mais aussi de les garder en dehors de tout danger extérieur, pourquoi ne pas promouvoir cela sans faire culpabiliser les mères, sans leur faire croire qu'elles ne suivent pas les pratiques fondées sur des preuves? C'est un exemple long, mais très concret, qui explique ce pourquoi nous avons estimé qu'il fallait repenser et de manière plus innovante le message que nous transmettons au public. Notre message est donc le suivant: dormez avec votre bébé, vous vous sentirez mieux, le bébé se sentira mieux. Nous savons que la relation d'attachement est influencée par la capacité de la mère à se sentir suffisamment compétente à ce stade pour que son bébé se sente aimé, en sécurité, et pour qu'elle puisse endosser un rôle qui favorise un attachement sécure. Après tout, pourquoi pas? Nous avons donc commencé à examiner toutes les pratiques typiques existantes créées dans des lieux autres que l'environnement que j'ai décrit, en se demandant s'il y aurait des moyens de s'adapter, de proposer une alternative, de trouver une meilleure approche à adopter.
Nous en sommes donc venus à créer des opportunités d'éducation, d'apprentissage et de sensibilisation à ce sujet. Nous proposons un programme de master en santé mentale infantile et je suis fière de dire qu'il s'agit d'un mini-programme unique en son genre sur le continent africain qui enseigne précisément cette approche afrocentrique de la parentalité, bien que nous soulignions le fait qu'il ne s'agisse pas d'apprendre aux parents à être parents. Nous offrons simplement notre soutien et améliorons les pratiques culturellement acceptées. Notre objectif est de défendre les pères, les mères, les personnes qui s'occupent de ces jeunes enfants afin qu'ils se sentent soutenus, qu'ils aient le sentiment que leur manière d'élever leurs enfants, spécifique à leur culture et adaptée à leur contexte, est acceptable. Puis, nous avons également décidé de ne pas nous contenter de proposer un programme de master. Ce programme de master est-il réservé aux Sud-Africains ou est-il également ouvert à des étudiants d'autres pays? Nous en sommes à notre 5e promotion. La formation dure 2 ans. Elle est réservée aux professionnels qui travaillent avec des enfants et qui visent un diplôme de master. Comme il s'agit d'une formation très interne et pratique, les modules de base sont axés sur l'expérience clinique. Nous gérons une clinique de santé mentale pour nourrissons. Nous proposons des consultations pour les bébés à l'hôpital, dans des organisations à but non lucratif, OBNL. Nous sommes les seuls à pouvoir proposer cette formation. Au départ, nous ne pouvions la proposer qu'à Cape Town, mais nous avons ensuite pu établir des partenariats avec des OBNL dans d'autres provinces d'Afrique du Sud, ce qui nous a permis de proposer cette formation à distance. Les étudiants viennent ensuite à l'université 2 fois par an pour une semaine de cours théoriques. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là, car il y a des limites à ce que l'on peut enseigner à un groupe très restreint de personnes pour que cela ait un impact réel. Nous souhaitions en effet une éducation accessible, en mesure de diffuser les messages que nous voulions transmettre. Nous y avons donc réfléchi et notre équipe a travaillé, notre groupe a travaillé pour trouver des vecteurs, selon nous, de diffusion de notre message. Encore une fois, nous utilisons le terme afrocentrisme, mais dans le sens d'adaptation pertinente au contexte. Nous avons ainsi créé un cours en ligne succinct en 5 modules que chacun peut suivre à son rythme. À la fin, il y a un quiz et des tâches spécifiques à accomplir. Il s'agit en quelque sorte d'une compilation de messages simples, mais qui donne également la possibilité d'accéder à d'autres ressources triées sur le volet. Et nous avons réussi à proposer ce cours dans l'ensemble du pays. Étant donné qu'il n'y a pas de limite de temps, vous pouvez le suivre en 1 semaine ou en 3 mois, selon votre rythme de travail. Et il n'y a donc pas d'obligation de résider en Afrique du Sud. Je suis heureuse de dire que nous avons pu le proposer à certains étudiants au Nigeria et récemment, une infirmière éthiopienne l'a suivi, ainsi qu'en Tanzanie. Je pense donc qu'il y a une opportunité à saisir car il s'agit d'un programme en ligne. Si vous disposez d'une connexion Internet et que vous pouvez y accéder, vous pouvez le suivre. Nous sommes vraiment très emballés car cela nous offre l'occasion de démontrer que l'innovation ne se résume pas à la technologie, même si elle nécessite Internet, mais que c'est le contenu qui compte. Il s'agit pour nous de remettre en question plutôt que de suivre aveuglément des informations répandues qui n'ont pas nécessairement été testées dans un environnement comme le nôtre. Encore une fois, je tiens à préciser que nous ne rejetons pas tout ce qui se présente, s'agissant des neurosciences, du contexte et de la théorie sous-tendue, mais la manière dont nous mettons tout cela en œuvre et dont nous intervenons doit vraiment être interrogée. Nous voulons croire que nous avons fait ne serait-ce qu'un petit pas dans cette direction. Et ce cours en ligne est uniquement disponible en anglais? Oui, uniquement en anglais pour l'instant. Mais des opportunités pourraient voir le jour. Oui, nous pourrions envisager de le traduire en français pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ah oui, ce serait formidable. Donc, tout le monde peut suivre ce cours. Il est ouvert à tous, le grand public, une maman. Oui, que vous soyez un enseignant, une mère, un père, un étudiant désireux d'approfondir vos connaissances, ce cours est ouvert à tous. Et je sais que ce qui est important à vos yeux également, c'est la psychoéducation que nous dispensons. La prévention peut également faire partie de ce que nous enseignons dans les écoles, et je sais que vous êtes une fervente défenseuse de la santé mentale, de la psychoéducation en général et en particulier dans les écoles.
Quelle est donc votre approche? Comment diffusez-vous ces idées à travers le monde ou en Afrique du Sud pour aider les gens à mieux comprendre la santé mentale en dehors de la schizophrénie ou du trouble bipolaire, par exemple? Nous avançons à petits pas, mais je pense que c'est vraiment passionnant. À ce propos, j'ai une autre casquette. Je suis actuellement présidente de la Société sud-africaine des psychiatres, qui est une organisation pour adultes. Comment atteindre les enfants quand on s'adresse aux adultes, me direz-vous? Je suggère que pour inciter les personnes à écouter, il faut les rejoindre là où elles se trouvent. C'est pourquoi je considère la communication scientifique comme un outil vraiment important. Les personnes intéressées vont lire des revues, des brochures sur la santé mentale et regarder des programmes dédiés. Mais la majorité de la population ne le fera pas. Nous devons donc aller à la rencontre de la population là où elle se trouve. Ce que j'ai donc essayé de faire pendant mon mandat, c'est de rendre la communication scientifique plus efficace. Cela signifie qu'il faut aller sur les plateformes où se trouvent les jeunes et les personnes âgées. Nous avons réalisé de nombreux entretiens en langues indigènes à la radio, qui est un média très important pour toucher la population sud-africaine. Nous abordons des sujets dont les gens ne parlent pas, des sujets tels que quels sont les besoins des bébés, pourquoi les hommes ne pleurent-ils pas, que faire lorsque nos grands-parents atteints de démence deviennent infantilisés et que nous ne voulons pas les placer en EHPAD. Ce sont des questions vraiment propres à cet environnement. Si vous étiez à Londres, par exemple, avec un grand-parent atteint de démence, le réflexe serait de chercher du soutien et de se renseigner sur les structures d'accueil disponibles. En Afrique du Sud, ce sont les familles qui prennent soin de leurs aînés. Aux yeux de la communauté, c'est inimaginable de retirer une personne âgée de son foyer. C'est donc de manière collective que les gens s'occupent d'une personne atteinte de démence, par exemple. C'est très difficile pour les enfants d'un tel foyer, ainsi que pour les parents qui doivent désormais s'occuper de leurs propres parents. Nous diffusons donc ce message en communiquant de manière efficace et simple. Nous essayons d'aborder ce genre de sujet à la radio et à la télévision. J'ai fait quelques interventions sur les réseaux sociaux populaires, comme un chat en direct sur Instagram avec un magazine de santé et un magazine de beauté. C'est l'occasion de parler de la dysmorphie corporelle, sans se limiter aux troubles alimentaires, des raisons pour lesquelles nous essayons de ressembler aux Occidentaux alors que nous ne leur ressemblons pas. C'est une invitation à présenter un contenu qui cible les enfants et les adolescents. Cela ne peut se faire qu'en allant à leur rencontre là où ils se trouvent. L'idée est de travailler efficacement dans le cadre de ces campagnes de psychoéducation afin d'aller à la rencontre des enfants, des jeunes et des personnes âgées là où ils se trouvent, et ils ne se trouvent pas nécessairement dans un cabinet de santé mentale. Dans les écoles, par exemple, nous avons mené quelques campagnes de psychoéducation. Pas beaucoup, mais c'est un travail en cours qui repose sur le partenariat. Nous essayons de recruter nos partenaires parmi les organisations de défense des droits, principalement des organisations à but non lucratif qui s'occupent d'enfants pour d'autres raisons. Par exemple, pour déceler et suivre des retards de croissance, contrôler les vaccins ou réaliser des examens ophtalmologiques avant l'entrée à l'école. C'est donc un terrain fertile dans lequel nous pouvons intervenir en disant par exemple « Madame l'infirmière, quand vous pesez ce bébé et que vous vous assurez qu'il est vacciné, pourquoi ne pas demander à la maman si elle va bien ? Comment elle se sent au niveau émotionnel en ce moment, ou si elle se sent en lien avec son bébé. » Il existe donc des moyens simples de s'infiltrer dans les lieux du quotidien, car la prise de conscience de la santé mentale est l'affaire de tous. Bénéficier d'une consultation avec un psychiatre, un pédopsychiatre, est rarissime, alors que nous avons une statistique alarmante. L'Afrique du Sud compte 18 millions d'enfants de moins de 18 ans. Devinez combien nous avons de pédopsychiatres ? 35, ce qui limite la probabilité d'avoir un rendez-vous. Oui, je me demandais justement comment vous trouviez le temps et l'énergie de faire tout ce que vous faites. Il s'agit de renforcer les compétences et de veiller à ce que d'autres adoptent une approche favorable à la santé mentale, car l'idée que cela devrait être l'apanage des seuls psychiatres est une utopie. Cela n'arrivera jamais. Il est illusoire de penser que tous les enfants anxieux ou qui se sentent déprimés vont forcément consulter un psychiatre. Cela n'arrivera pas. Nous sommes constamment à la recherche de moyens innovants, pour reprendre ce terme, de moyens astucieux pour y parvenir. La participation aux discussions sur Insta Live
est un de ces moyens. S'il est question d'allergie chez les enfants dans une émission de télévision, nous envoyons un email au producteur en lui demandant: ne pensez-vous pas qu'il y a une composante de santé mentale dans tout cela, comme la détresse des parents ou de l'enfant? Pourquoi ne pas parler de cet aspect-là? Et je pense que c'est ainsi qu'il faut procéder, en s'immisçant lentement dans les espaces où les gens commencent à penser à la santé mentale comme ils le devraient. C'est en raison de l'absence de pédopsychiatres, car il y a visiblement un manque de psychiatres. En général, oui. Effectivement, ce problème est répandu. Je sais que cela touche de nombreux pays africains. Nous avons interrogé des personnes dans d'autres pays et elles disent la même chose. Il y a peut-être un psychiatre pour 2, 3, 4 ou 5 millions de personnes. Comment accéder à ces soins si vous n'en disposez pas? C'est une arme à double tranchant, car cela relève également de la volonté politique et de la reconnaissance de la nécessité d'œuvrer en faveur de la santé mentale. À bien y réfléchir, nous sommes en concurrence avec des causes qui suscitent davantage de sympathie. Je suis navrée de le dire, mais vous ne vous heurteriez vraiment pas à un mur si vous essayez de collecter des fonds pour les enfants atteints du VIH, les enfants atteints d'un cancer, les enfants atteints de tuberculose, les enfants handicapés qui ne bénéficient pas non plus de ressources suffisantes. Mais dès que vous parlez de santé mentale, les gens détournent le regard ou disent qu'il n'y a pas le budget, que la priorité est de sauver des vies. Et la santé mentale ne rentre pas dans ce cadre. Pourtant, tous les enfants atteints du VIH, de tuberculose ou d'un cancer ont très probablement besoin d'un soutien en matière de santé mentale. Ce problème est donc bien plus vaste que nous le pensons. Pourtant, il n'y a pas cette compréhension, il n'y a pas cette volonté politique et il n'y a pas cette conscience. Cela commence déjà par en parler quand les gens ne veulent pas en parler. C'est un peu ce que nous faisons et je pense que la santé mentale est encore stigmatisée et trop peu mise en avant. C'est donc ce que nous essayons de faire également avec notre sommet en ligne sur les traumatismes, l'attachement et la résilience, afin de toucher de plus en plus de personnes et de contribuer à la psychoéducation autour de la santé mentale, qui n'est pas un problème. Les personnes ne sont pas dérangées, elles sont simplement en difficulté. Et la plupart du temps, cela est dû à leur histoire traumatique. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange vraiment captivant et pour avoir partagé ce qui vous anime. Je peux vraiment percevoir votre passion et j'espère que vous pourrez aller encore plus loin dans votre parcours. Merci, nous avançons grâce à des partenariats, alors merci à vous aussi de nous avoir contactés.